Merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité aux conférences du lundi de l'Université de Heidelberg. Donc, je suis très heureuse de faire partie aujourd'hui de cette série de conférences. Donc, vous avez bien expliqué la raison de cette visioconférence, mais voilà, j'espère que on va très bien procéder également cette conférence de cette manière en visio. Donc, et vous m'avez, comme vous m'avez présenté, donc je ne vais pas détailler bien évidemment. Donc je m'appelle Mélissa Ras, je suis docteur en droit de l'environnement et je suis chercheur attaché au laboratoire SAGE, donc société, acteur, gouvernement en Europe. C'est du coup l'intitulé de notre laboratoire de l'Université de Strasbourg. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le concept de développement durable et cela sera fait au prisme de la transition énergétique. Donc, j'ai voulu structurer ma présentation en quatre parties. Premièrement, on va voir comment on est passé de la reconnaissance, pardon, de la nécessité à la reconnaissance juridique de la protection de l'environnement et de la nature. Deuxièmement, nous allons voir le concept de développement durable, donc qui est également évalué dans le cadre de cette prise de conscience envers la protection de l'environnement. Nous allons voir dans un troisième temps le rapport entre le concept de développement durable avec la transition énergétique et ses objectifs. Et nous allons finir de voir ce concept, notamment en le mettant en cause, en voyant également quelques approches critiques portées envers ce concept. Donc, avant de parler du concept de développement durable, je trouve utile de voir comment nous avons obtenu cette reconnaissance d'un point de vue juridique pour la protection de l'environnement et de la nature. Donc, premièrement, et encore d'un point de vue juridique, donc juridiquement parlant, la nature n'existe pas en tant que telle et donc la nature ne disposait pas d'intérêt en soi, d'intérêt juridique en soi. Et notre rapport avec la nature, avec l'environnement, était considéré comme étant un rapport de domination. Domination dans le sens où on avait une sorte de maîtrise humaine sur la nature. Comme on peut voir cela dans l'exemple de cette expression, donc les jardins à la française. On peut également voir cette considération dans la philosophie antinaturelle. Donc, c'est bon de mon côté, je continue. Donc, ce rapport de domination, pour donner des exemples, donc comme on a dit, il existait également des expressions comme les jardins à la française. C'était une manière pour aussi montrer cette maîtrise humaine sur la nature. Ou bien, dans la philosophie antinaturelle, on considérait que la nature était un réservoir illimité, donc les ressources ne sont pas épuisables. Ça, c'était aussi avant 19e siècle. Et donc, ce rapport de domination n'avait pas beaucoup d'incidence, si je peux le dire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités économiques de l'homme et par conséquent peu d'impact sur la nature. Donc, cela était aussi en raison du nombre de population, donc qui était comparé à aujourd'hui, c'était pas si élevé. Donc, c'est la raison pour laquelle avant l'environnement, la protection de l'environnement n'était pas une préoccupation juridique, en tout cas pour nous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, c'est bon. La rupture intervient notamment avec les révolutions industrielles successives que, à ce moment-là, on constate que l'activité humaine peut avoir un impact sur l'environnement. Et à cela s'ajoute encore l'idéologie capitaliste, d'après laquelle, en tout cas, le développement
est notamment basé sur le développement économique et donc par conséquent, cela également peut avoir un impact, un facteur aggravant. Cela, pardon, peut constituer un facteur aggravant pour l'environnement. Donc, nous avons ici, comme vous pouvez voir, plusieurs exemples de ce rapport de domination et avec quelques, malheureusement, impacts néfastes sur la nature et sur les écosystèmes. Et notamment, on peut citer une série de marées noires, donc des naufrages, notamment qui causaient des catastrophes écologiques et parfois aussi médiatisées, comme vous voyez ici. L'Erika, c'était également le naufrage lors d'un transport de fruits et dans Bretagne. Donc, cela également entraînait des conséquences néfastes pour l'environnement marin. Donc, en outre, nous avons également une série d'expositions chimiques, notamment dans des zones industrielles. Donc, plusieurs exemples en Europe et aussi dans le monde entier, comme vous voyez ici à Seveso, donc en Italie, en Inde ou encore en Suisse. Donc, cela nous a servi de revoir nos systèmes juridiques. D'ailleurs, l'Union européenne avait adopté une première loi en ce qui concerne les catastrophes industrielles. Donc, après cette première catastrophe industrielle de Seveso, qui s'appelle d'ailleurs la directive européenne de Seveso, et ensuite nous avons également mis à jour cette directive, et c'était pour mettre en place des mesures préventives afin de limiter ces risques industriels liés aux activités industrielles des êtres humains, donc de nos activités. Et encore, on peut citer les catastrophes nucléaires, donc de Tchernobyl, qui date de 1986, et plus récemment Fukushima. Et donc, cela est encore très important parce que finalement, on va voir que les conséquences de cette maîtrise, entre guillemets, de l'être humain sur la technologie peut finalement être, comment dire, catastrophique. Donc, et c'est la raison pour laquelle on a tiré certains bilans de tout ça, tous ces rapports de domination. Donc, quel bilan finalement? Premièrement, concernant toutes ces démarches environnementalistes, donc pour la protection de l'environnement et de la nature, et il est nécessaire d'avoir des actions collectives. Donc, ce n'est plus possible d'avoir des comportements individualistes des acteurs, notamment des États, et en matière d'environnement. Donc, une action, bien évidemment, internationale est nécessaire. Cela est nécessaire aussi parce que, en termes de conséquences, nous avons aussi cette dimension globale. Donc, on peut le voir aussi avec notre actualité donc de réchauffement climatique. Bien évidemment, les solutions se trouvent aussi dans cette action collective, bien évidemment à l'échelle locale, dans les démarches locales, mais il faut avoir cette prise de conscience à l'échelle internationale. Et donc, aussi un autre bilan, bien évidemment, tous ces bilans, c'est par rapport à l'époque, donc avant 19e siècle notamment, parce que aussi à l'époque, on avait cette notion de fatalisme, comme quoi les catastrophes naturelles, ça tombait de Dieu, mais cela est aujourd'hui bien critiqué. Premièrement, nous avons plutôt des aléas naturels et avec l'intervention de l'homme, donc ça peut être, par exemple, si on construit dans des zones non constructibles ou inondables, et en cas de pluie forte, il peut y avoir des inondations. Donc, bien évidemment, ça veut dire que ici, il s'agit plutôt d'un aléa naturel et avec l'intervention de l'homme et donc et aussi la réalisation du risque, ça devient une sorte d'une catastrophe naturelle, mais c'est plutôt en fait un aléa naturel avec des conséquences catastrophiques en raison de cette intervention de l'homme.
Donc, je peux aussi donner l'exemple d'un tremblement de terre qui est réalisé en plein océan, ne peut pas peut-être avoir des conséquences catastrophiques comparé à un tremblement de terre en plein ville. Donc, voilà, comment dire, je voulais juste souligner cette différence entre ces notions de catastrophe et aléa. Et tout ça, ce sont aussi des bilans qu'on a tirés de ce rapport de domination qu'on avait sur la nature, sur l'environnement. Et donc, finalement, et d'un point de vue juridique, nous avons finalement adopté un consensus et c'est celui de protéger la nature. Et par la suite, les instruments juridiques vont naître, et cela notamment sous l'égide des Nations Unies et lors des conférences mondiales. Et donc, premièrement, nous avons ce sommet de la Terre à Stockholm en 1972. Donc, c'est une rencontre très importante pour le droit de l'environnement, pour le droit international de l'environnement, et qu'on se pose la question de la protection de l'environnement, de la nécessaire protection de l'environnement. Aussi, on aborde la question des ressources et on accepte que les ressources peuvent être bien épuisables, donc bien évidemment. Et on voit aussi les différences de décalage entre les pays sous-développés et développés. Et on aborde notamment la problématique de l'environnement avec le développement et donc comment finalement concilier ces deux. Et cela déjà à Stockholm. Sauf que, entre-temps, nous avons eu un choc pétrolier qui a posé un problème économique, donc la crise économique, et toutes ces préoccupations étaient pour le moment un peu suspendues. Donc, il fallait attendre le deuxième sommet, donc second sommet de la Terre à Rio, pour pouvoir concrétiser tous ces objectifs de protection de l'environnement. Et donc, c'est à Rio en 1992 qu'on a aussi, on s'est mis d'accord sur ce consensus mondial pour revoir nos modèles, nos systèmes, nos modes de production et de consommation. Et aussi, il faut voir aussi des solutions, des mesures pour pouvoir réparer les conséquences néfastes qu'on a faites sur l'environnement jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons également, à partir de ce moment, développé ou encore consolidé les principes généraux du droit de l'environnement. Donc, le concept de développement durable. Ici, bien évidemment, je vais brièvement parler de son historique parce que le concept de développement durable n'est pas né lors de ces sommets mondiaux, mais ça remonte encore dans le passé dans d'autres concepts, d'autres principes, comme c'est le principe de conservation. En fait, le principe de conservation se considère comme l'ancêtre du concept de développement durable. Donc, il s'agit d'un principe utilitariste qui met en œuvre une utilisation rationnelle, voire maximale, entre parenthèses, en effet rationnelle, dans le sens où on est dans une idée de rentabilité de ressources. Donc, on conserve les ressources pour pouvoir, utiliser en tout cas rationnellement, pour pouvoir continuer à utiliser rationnellement. Donc, on a quand même cette approche économique de la protection de l'environnement, donc des ressources environnementales, qui était recherchée en tout cas via ce principe de conservation. Et dans les traités classiques, dans les traités traditionnels internationaux, notamment, on trouve cette approche de ce principe, donc le principe de conservation, dans les traités de gestion, notamment quand il s'agit de répartir les poissons, les ressources, et quand il s'agit d'utiliser les ressources de manière plutôt rationnelle pour ne pas les épuiser. Donc voilà, c'est toujours cette idée de rentabilité des ressources qui était visée. Et donc, il va falloir attendre les années 70, donc comme je viens de t'expliquer, le sommet de la Terre de Stockholm, pour pouvoir parler
d'un concept qui est un peu détaché de cette idée de rentabilité en principe. Donc, c'est à Stockholm qu'on a développé cette idée de éco-développement, donc développement durable. Et ensuite, dans le rapport de la commission de Brundtland en 1987, donc toujours sous l'égide des Nations Unies, on commence à définir aussi ce concept. Donc, il s'agit d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, donc à leurs besoins. À Rio, on reprend le concept de développement durable, donc on voit bien évidemment une définition assez identique à celle de la définition initiale, et d'après laquelle le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement le besoin relatif au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. Donc, ici, c'est important de souligner le besoin relatif au développement et à l'environnement, donc à la protection de l'environnement, doit être en tout cas satisfait de manière équitable. Et donc, par la suite, nous avons réalisé d'autres conférences mondiales qui ont souligné, étudié encore ce concept, et notamment ce concept était mis en lien avec d'autres objectifs, comme vous voyez ici, les actions, par exemple, prévues dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, ou encore des objectifs pour revoir nos modes de production et de consommation pour les faire plus viables, ou encore la protection des ressources naturelles. Donc, tous ces objectifs, ces préoccupations, se sont bien évidemment considérés en lien avec ce concept, cet objectif de développement durable. Il est important de voir comment ce concept est interprété par, d'une part, les cadres juridiques et d'autre part par la jurisprudence. Donc ici, je vous donne l'exemple, quelques exemples de manière un peu chronologique. Premièrement, le concept de développement durable est compris comme une nécessité de concilier le développement économique avec la protection de l'environnement, et cela est bien souligné par la jurisprudence internationale, donc par la Cour internationale de justice. Deuxièmement, si on prend l'exemple du droit français, nous avons la Charte de l'environnement qui date de 2004 et qui a obtenu la valeur constitutionnelle en 2005. Et dans cette charte, son article 6 indique que les politiques publiques doivent concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Donc ça, c'est très important parce que on voit les différents piliers qu'on doit prendre en compte et de considérer pour la poursuite de nos activités, et cela a obtenu également une valeur constitutionnelle. Donc, le Conseil constitutionnel français considère également ce principe comme un principe de conciliation, mais il est important de retenir que cet objectif de développement durable impose aux politiques publiques de prendre en compte une balance des intérêts, mais en aucun cas de faire peser davantage dans cette balance les préoccupations environnementales sur celles du domaine économique. Donc, c'est-à-dire le développement durable, bien évidemment, est un principe, est un concept qui est né en tout cas dans le droit international de l'environnement pour pouvoir prendre en compte toutes ces préoccupations environnementales et aussi les droits des générations futures dans ce cadre et durant nos activités économiques. Mais l'objectif principal, ce n'est pas de le faire primer sur l'activité économique, mais plutôt de concilier. Donc ça, c'était important parce que je vais aussi revenir sur cet élément plus tard quand on critique le concept. Donc maintenant, quel est le lien entre ces objectifs de développement durable
avec la transition et les objectifs de la transition énergétique. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on peut voir dans différents textes que la transition énergétique est étroitement liée à l'objectif de développement durable. Parce que si on considère, reprend la définition de ce concept de transition énergétique, donc au sens large, la transition est considérée comme une composante de la transition écologique fondée sur la sobriété et l'efficacité, ainsi que sur le développement des énergies renouvelables. Donc, vous voyez ici, nous avons à la fois les préoccupations environnementales et économiques dans un domaine bien spécifique. Au sens strict, quand on parle de la transition énergétique, on parle plutôt d'un passage du système énergétique actuel à un mix énergétique basé sur les énergies renouvelables. Donc d'ailleurs, parmi les objectifs de la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables vient en premier rang dans différents textes à la fois européens et internationaux. Donc, si à cet objectif de transition énergétique, on ajoute également les préoccupations climatiques, et donc nous avons en fin de compte une pléthore des mesures réglementaires qui sont élaborées sous les auspices des Nations Unies et de l'Union européenne. Donc, j'ai cité ces quatre grands structures textuelles, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'accord de Paris élaboré suite à la COP, donc conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc à Paris, le paquet législatif de l'Union européenne et le Green Deal, le pacte vert pour les citoyens européens. Donc tout cela, en tout cas, tous ces cadres juridico-politiques considèrent la transition énergétique comme un objectif en dessous en tout cas, faisant partie des objectifs de développement durable. Donc, si on veut voir un peu en détail ces textes, cadres, par exemple, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Ici, vous voyez les intitulés. Donc, on peut voir que les éléments qui sont directement et indirectement liés aux objectifs de la transition énergétique existent dans ces objectifs. Et je passe. Pareil également dans le cadre de l'Union européenne. Nous avons ce pacte vert pour l'Europe qui présente différents domaines d'action, donc y compris une énergie propre et dans cette action, bien évidemment, développement des sources des énergies renouvelables est présent également. Donc, tout cela nous montre concrètement que la transition énergétique est directement en lien avec ces objectifs de développement durable. Et donc, compte tenu de l'accent mis sur l'atténuation du changement climatique, donc comme je viens de dire, on comprend dans ces objectifs énergétiques aussi ces objectifs climatiques qui sont directement en lien. Donc, compte tenu de l'accent mis sur l'atténuation du changement climatique, sur l'atténuation du changement climatique, de l'importance accrue du développement d'une économie à faible émission de carbone et de la réduction de la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard des combustibles fossiles. Donc, l'objectif de développement des énergies renouvelables répond à la fois à des préoccupations d'ordre environnemental et énergétique. Donc, vous voyez, en fait, ce pilier relatif aux objectifs climatiques l'incorpore directement dans ces préoccupations environnementales. Donc, si on regarde textuellement également, le développement des énergies renouvelables se situe aussi à l'intersection des politiques environnementales et énergétiques.
Donc, quand on regarde le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on voit que dans les différents articles, cet objectif de développement des énergies renouvelables se trouve à la fois dans les objectifs énergétiques et environnementaux. Et si on regarde la jurisprudence européenne, l'objectif de l'Union européenne d'augmenter les sources d'énergie renouvelables influence les décisions de justice en leur faveur. Donc, d'ailleurs, on souligne que la protection de l'environnement est l'objectif ou la composante prédominante de la promotion des énergies renouvelables. Donc, j'ai cité quelques affaires, notamment relatives au développement des énergies éoliennes dans cette première affaire. Et on considère que ce développement est une contribution à cette préoccupation environnementale. Pourquoi je détaille tous ces éléments? Parce que le développement durable, le concept de développement durable, dès le départ, opte pour la conciliation des intérêts économiques et environnementaux, voire écologiques, si on peut ajouter. Et c'est pourquoi le développement des énergies renouvelables répond également répondent parfaitement à l'objectif de développement durable. Donc, le lien est très fort. En France aussi, nous avons plusieurs exemples qui nous confirment cette même approche. Donc, c'est-à-dire si on développe les énergies renouvelables, donc comme les émissions de gaz à effet de serre seraient limitées, donc ce développement sera par conséquent plus respectueux de l'environnement et donc va répondre aussi à la promotion du développement durable. Donc, le Conseil constitutionnel confirme l'effet positif sur l'environnement du développement des énergies renouvelables. Dans la réglementation, dans le cadre réglementaire et législatif du droit français, on trouve également quelques références, comme vous voyez ici, qui finalement confirment que l'utilisation des énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables est un critère de promotion de développement durable, et cela notamment dans les projets d'urbanisme et de construction. Donc, ici, quelques exemples que j'ai soulignés. Donc, cela se considère comme une mesure de gestion de l'espace dans une perspective de développement durable, donc de mettre en place des technologies des énergies renouvelables, ou dans le code de commerce, cela se considère, quand je dis cela, c'est développement des énergies renouvelables, se considère comme un élément contribuant à la qualité environnementale des projets qui sont prévus par différents projets. Je veux dire projets encore une fois. Donc voilà, à l'échelle internationale, aussi à l'échelle nationale, le développement des énergies renouvelables se considère comme une contribution à l'objectif de développement durable, une contribution à la protection de l'environnement, y compris aussi ses objectifs climatiques. Mais, bien évidemment, on aimerait souligner qu'il existe quelques, mécontentements, notamment au niveau juridique, parce que même si les réglementations sont très bien fournies concernant le développement des énergies renouvelables, notamment dans le cadre du droit de l'Union européenne, on voit que les textes juridiques, donc les directives, des règlements sont abondants pour soutenir le développement des énergies renouvelables, et aussi à l'échelle nationale, donc les dispositions nationales sont bien fournies dans ce domaine, mais on ne trouve pas des dispositions spécifiques pour traiter des impacts éventuels, des impacts potentiels écologiques du développement massif des projets d'énergie renouvelable. Donc, on ne détaille pas les effets secondaires du développement de ces technologies. Voilà. Et en plus, on sait que si on ajoute des mesures strictes environnementales, cela pourrait paradoxalement freiner le développement de ces projets et par la suite, on ne pourrait pas contribuer à cet objectif global
de la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que c'était aussi une contribution à cette lutte dans le sens où les émissions de gaz à effet de serre étaient limitées en produisant ces technologies. Donc, c'était aussi peut-être, comment dire, un moyen pour expliquer cette absence de dispositifs juridiques en la matière. Mais malgré cet état comment dire, cet environnement juridique en tout cas, la présence de cet environnement juridique, on voit que les recherches, notamment les recherches scientifiques, ont démontré plusieurs fois que en raison de certaines matérialités, donc utilisation de ressources, utilisation des espaces, des locaux et aussi l'infrastructure à faire, la transition énergétique avec ce pilier de développement des énergies renouvelables pouvait générer des externalités négatives et donc causer des dommages à la biodiversité, aux écosystèmes et aux communautés locales. Donc voilà, ça peut être aussi comment dire, produire tous ces éléments secondaires néfastes sur les écosystèmes et la biodiversité. Donc, j'ai cité quelques exemples tirés de ces recherches, bon, sans citer la bibliographie, mais c'est de manière générale en tout cas. Les énergies renouvelables peuvent avoir un impact sur différents intérêts. Cela, ça peut être sur une longue période, donc sur le paysage existant, les espèces, les biotopes, la biodiversité, etc. Et donc, ça peut être au moment de l'installation. Ça peut être aussi pendant la durée de vie. Donc, cela peut aussi avoir des impacts sur les résidents environnants, donc les troubles des voisinages, par exemple. Ça peut faire aussi des nuisances potentielles pour la flore et faune. Et donc, même après, une fois qu'ils sont démantelés, il peut y avoir des impacts liés aussi au processus de récupération ou de recyclage. Donc, vous voyez, sur une longue période, avant, pendant et après, il peut y avoir des impacts. Et le développement massif des projets des énergies renouvelables peut aussi conduire à la fragmentation des habitats. Donc, on voit quelques exemples avec les photovoltaïques, à des collisions avec d'autres espèces ou à la perturbation des comportements, et cela notamment quand il s'agit des éoliennes terrestres, ou encore à la pollution due à l'extraction des terres rares qui sont utilisées dans la production de matériaux. Donc, d'ailleurs, si on considère sur le plan global, il peut y avoir aussi des conséquences ailleurs pour nos activités ici à cette échelle. Donc, c'est vraiment ces impacts, ça ne concerne pas seulement le lieu de projet en fait. Donc, il est à noter que aussi, bien évidemment, si on veut lutter contre le changement climatique, cette lutte ne peut pas se faire contre la biodiversité. Et il faut aussi noter qu'il existe une corrélation assez forte entre la dégradation de la biodiversité et la crise climatique, et notamment ce rapport entre la biodiversité et crise ou changement climatique s'alimente par une boucle de rétroaction. C'est-à-dire, cette corrélation s'explique d'une part par les effets du changement climatique sur la biodiversité et les écosystèmes, et d'autre part par les effets de cette rétroaction des changements dans la biodiversité et les écosystèmes sur le climat. Donc voilà, il est difficile de les déconnecter, donc il faut qu'on considère en même temps toutes ces préoccupations lorsqu'on développe des technologies des énergies renouvelables. Donc lorsqu'on continue nos activités économiques. Donc, quelles sont les mesures existantes pour éviter ces effets néfastes? Bien sûr, les mesures prévues dans le dans différents cadres juridiques.
Donc, il existe diverses réglementations, notamment pour exclure certaines zones en raison de leur caractère exceptionnel. Ça peut être d'un point de vue naturel, comme les réseaux Natura 2000 de l'Union européenne, ou d'un point de vue plutôt esthétique, culturel, historique, comme on le voit dans la réglementation relative au site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si, bien évidemment, toutes les zones ne sont pas réglementées strictement de cette manière, donc pour les autres, pour le reste, donc au-delà de ces zones, les projets sont évalués au cas par cas en fonction des réglementations applicables dans la zone concernée. Mais le problème, c'est que les intérêts qui sont protégés, donc les intérêts écocentriques comme tous ces intérêts écologiques concernant la biodiversité, la couverture de l'habitat, etc., et anthropocentriques, donc ça concerne les riverains par exemple, sont évalués spatio-temporellement, mais cela se limite à, comment dire, à l'endroit du projet et à une durée limitée à son exploitation. Donc, pour expliquer, parce que si on considère le cycle de vie, c'est-à-dire comment on a produit cette technologie, les matériaux pour pouvoir mettre en fonctionnement, et ensuite jusqu'au recyclage, au démantèlement, et donc cela dépasse le territoire du projet. Et donc les impacts sont beaucoup plus larges, à la fois temporellement et à la fois spatialement, donc spatio-temporellement. Donc c'est la raison pour laquelle on critique le droit existant. Pourquoi? Parce qu'il ne propose pas de dispositifs pour le moment pour évaluer l'impact environnemental et écologique complet de ces technologies d'énergie renouvelable. Pourtant, on a bien démontré que le développement des énergies renouvelables contribue à l'objectif de développement durable, mais d'ailleurs, c'est pour ça que comme on ne propose pas de dispositif pour considérer la totalité de son impact, ce concept de développement durable est également critiqué et considéré inopérant et obsolète face aux externalités négatives de la transition énergétique. Et donc, en réponse, nous avons différentes approches et théories qui mettent en question le concept de développement durable et proposent une autre vision plus écocentrique. Et donc, critiquant aussi cette vision anthropocentrique du concept. Donc, je vais terminer avec ces différentes approches et concernant ces critiques envers le concept de développement durable et notamment ces approches, ces différentes critiques sont présentées à la lumière d'un autre concept, c'est celui de la durabilité. Donc, c'est quelques approches qui sont développées tout au long de cette évolution du concept de développement durable et aussi encore aujourd'hui. Et donc, vous voyez les dates, ça peut même remonter à l'époque du premier sommet Stockholm, donc, et ça continue encore. Et on va voir une par une toutes ces différentes approches. Et ici, entre parenthèses, j'ai mis quelques références bibliographiques. Donc, si vous voulez aller au-delà et donc détailler encore cette question. Donc, commençons par l'anthropocène. On entend assez souvent ce concept anthropocène qui est développé par Paul Crutzen. Donc, c'est un météorologue et chimiste de l'atmosphère néerlandais qui a introduit ce concept. Donc, l'ère de l'anthropocène, est définie comme une ère géologique fabriquée par l'homme, donc par l'activité économique humaine qui a finalement causé aujourd'hui, qui nous a amené à une ère géologique
anthropocentrique, donc fabriquée par l'homme. Donc, et ce concept critique la notion de transition parce que d'après le concept, on n'est pas dans une transition énergétique, mais plutôt dans une sorte d'addition énergétique, c'est-à-dire on est parti avec la bougie, par exemple, et aujourd'hui, on utilise encore bien évidemment la bougie, mais on ne change pas des différents types d'énergie, mais on ajoute une énergie sur une autre. Donc, on continue encore l'énergie fossile, par exemple, et même si on développe de côté les énergies renouvelables. Peut-être, bien évidemment, à terme, on devrait complètement passer à un autre mode de production et fabrication, mais pour le moment, on est dans une sorte d'addition énergétique, mais pas de transition énergétique. Et de la même manière, la notion de développement durable est critiquée et se considère encore comme son ancêtre, le principe de conservation, et comme on a développé, c'est un principe utilitariste qui est finalement le développement durable est considéré comme un aménagement rhétorique du développement et donc une volonté de progrès fondée toujours sur les avancées technologiques qui, au bout d'un moment, se trouve en décalage avec ses impacts et ses conséquences. Donc, c'est un concept qui voit autrement cette transition énergétique et aussi le concept de développement durable. D'après la théorie de société du risque de Ulrich Beck, on peut voir également ce concept de développement durable critiqué si on interprète cette notion, cette théorie, si on interprète ce concept de développement durable à la lumière de cette théorie de société du risque, et d'après laquelle les risques globaux présentent trois caractéristiques. Donc, ils sont délocalisés dans l'espace, dans le temps et dans la société. Leurs causes et conséquences ne se limitent pas à un seul lieu géographique et leurs conséquences sont incalculables et non compensables. Donc, en fait, tous ces éléments nous rappellent encore une fois que spatio-temporellement, en fait, il faut considérer les impacts, les conséquences de nos actions de manière beaucoup plus large en prenant en compte tous ces éléments sur le temps et sur l'espace notamment, donc en considérant son impact de manière élargie spatio-temporellement. Donc, on reproche encore une fois le concept de développement durable parce que ça... comme on a vu notamment dans le cadre des énergies renouvelables, on ne prend pas en compte tous les impacts dans le sens où on intègre l'analyse de cycle de vie, où on intègre la traçabilité des différentes technologies. Donc, en tout cas, le concept se considère comme aussi inopérant d'après cette théorie, cette approche. Donc, l'écologie profonde, de toute façon, dès le départ, considère le concept assez inefficace du fait que déjà, avant tout, donc d'un point de vue juridique, il faudrait aussi considérer la nature pour sa valeur intrinsèque et pas pour son utilité pour l'usage de l'homme ou voilà, il fallait dépasser en tout cas cette vision utilitaire et opportuniste de la protection de l'environnement. Et donc, encore une fois, le développement durable devait être revu en considérant cette alternative de la pensée écologique, donc l'écologie profonde, qui aujourd'hui, dans les différentes recherches, on voit que le concept également est remis en cause. La transition socio-technique, donc selon cette approche, les innovations technologiques, donc on peut aussi compter parmi ces innovations les technologies des énergies renouvelables. Donc ces innovations ne suffisent pas à relever les défis posés par les implications économiques, sociales et environnementales du développement durable. Donc encore une fois,
il faut considérer tous ces impacts de manière beaucoup plus large, encore une fois, sur l'espace, sur le temps et sur les différentes sociétés. Par exemple, dans le cadre de l'extraction des terres rares et des différentes matières premières, on voit que les impacts peuvent être dans des communautés qui se trouvent, par exemple, en Amérique du Sud ou aussi en Chine. Nous avons des exemples comme ça, des disparition de certains villages liés aux activités d'extraction. Donc, finalement, les innovations technologiques et le développement de ces technologies devraient prendre en compte toutes ces conséquences économiques, sociales et environnementales. Et pour le moment, l'innovation seule n'est pas suffisante à répondre à tous ces défis. Et donc, il faut considérer de nouveau le système, et cela à partir de cette perspective de durabilité. Et encore une fois, ce qu'on constate, et je viens d'expliquer aussi, comme un outil juridique, donc les études d'impact sont aussi limitées pour mesurer les différentes externalités négatives des énergies renouvelables, notamment sur les écosystèmes et la biodiversité. Donc déjà, il est difficile de vraiment mesurer tous ces impacts parce que c'est difficilement remplaçable. Et encore une fois, cette évidence nous démontre que le concept de développement durable devrait être revu, notamment en considérant la durabilité de ces technologies sur une échelle beaucoup plus large, une échelle de temps beaucoup plus large. Et donc, pour conclure, on peut ajouter encore quelques propos. Donc, dans le contexte du développement des énergies renouvelables, donc qui est un pilier principal, qui est le pilier principal de la transition énergétique, l'objectif de développement durable doit être reconsidéré à travers le concept de durabilité, parce que il ne s'agit pas seulement d'une conciliation des intérêts aujourd'hui, il faut prioriser cette préoccupation de la protection de la nature et de l'environnement. Donc, une hiérarchie est nécessaire aujourd'hui et cela doit être renforcé par les outils juridiques. Et comment faire? Comment renforcer les outils juridiques? C'est en effet, on pourrait encore une fois revoir ce concept de développement durable qui existe aujourd'hui dans plusieurs textes juridiques, donc peut-être redéfinir, remplacer ou renforcer encore une fois, et en considérant plus largement ce caractère spatio-temporel des impacts des technologies, des nouvelles technologies, comme les énergies renouvelables. Donc, il faudrait également mieux utiliser les principes existants, comme par exemple le principe de non-régression, qui est défini comme suit. La protection de l'environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Donc, c'est-à-dire, il faudrait toujours prévoir des cadres juridiques plus performants, plus protecteurs de la nature et de l'environnement. Donc cela nous amène également une équité intergénérationnelle, puisqu'on est interdit d'élaborer des lois, des futurs textes qui protecteraient moins l'environnement. Donc juridiquement, c'est une garantie. Et finalement, ce qui est très important de voir et aussi refonder cette question de traçabilité des énergies renouvelables, et cela pour une transition énergétique et durable, pour un avenir durable de ces technologies en tout cas. Et donc cela impliquerait directement différentes questions, notamment relatives à la gouvernance, à la transparence, à l'information et la participation du public, qui est aussi directement concerné quand il s'agit de consommer, donc un public consommateur.
Donc voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste à votre écoute pour vos questions. Merci beaucoup.